le débat. Cet événement qui représente le doyen de l'université et évidemment nous remercions de la faculté et nous remercions évidemment vivement la faculté pour, voilà, pour leur soutien, pour l'aide qu'elle nous apporte. Voilà, je vous laisse. Avec les amis et camarades espagnols de partager cette tribune. Vraiment, ce rapport d'audit est maintenant à votre disposition. Il est téléchargeable gratuitement sur Internet. C'est un rapport de 65 pages que nous avons rédigé en 2 mois et demi de temps. Et Thanos a donné un gros coup de main, notamment pour le chapitre 1 et une partie du chapitre 2. Il comporte 9 chapitres. Et tout chaud est arrivé ce rapport sous forme de livre édité par les Liens qui libèrent. Je n'ai pas d'exemplaire avec moi ici, je ne sais pas si quelqu'un peut montrer un exemplaire de ce livre. Voilà, La vérité sur la dette grecque. Ça vient de sortir de presse. Moi j'ai bouclé la maquette vers le 5 août et ça vient d'arriver ici pour l'université d'Attaque. Alors vraiment, je vous en prie, prenez la peine d'acquérir le livre et surtout de le lire. Et en 10 minutes, un quart d'heure, c'est impossible de résumer ce document qui est parfaitement accessible, mais je devrais consacrer mes 10 à 15 minutes pour le résumer, donc ce n'est pas possible. Et donc je vais me concentrer sur la question, justement, quelle leçon et une autre stratégie aurait-elle été possible. Donc, bien sûr, une chose doit être très claire, la responsabilité première de l'échec terrible qui vient d'être vécu en Grèce retombe sur les créanciers. Il n'y a aucun doute là-dessus, et entre nous, on ne va pas perdre son temps là-dessus. Par contre, l'expliquer à la population et polémiquer contre tous ceux qui affirment chaque jour que la faute incombe aux Grecs, incombe à Tsipras ou au comportement, à la société grecque, bien sûr, là il faut mener la bataille constante sur ce terrain-là, et c'est pour ça que le rapport d'audit, à côté d'autres documents, est extrêmement important. Je pense effectivement qu'une autre stratégie était possible, et je raconte ça dans une vidéo qui circule pour le moment depuis 2 jours. Ça faisait 2 à 3 ans que, en ce qui me concerne, j'avais des discussions, y compris avec Tsipras, sur une autre stratégie. Et ce n'était pas possible de le rendre public à ce moment-là, parce qu'évidemment, c'était à eux de prendre les décisions, et ce n'était pas possible de rendre compte d'une série de débats. Mais maintenant, on peut en parler, et il est grand temps d'en parler, parce que ça doit avoir des effets sur la stratégie à suivre dans le reste de l'Europe. Je pense que ce que démontre ce qui vient de se passer en Grèce, c'est qu'on ne peut pas entrer ou rester longtemps dans une négociation sans créer un rapport de force clair et net. Et si vous voulez créer un rapport de force clair et net avec les créanciers, pour eux, c'est pas avoir 62% de non au référendum ou avoir gagné des élections de manière parfaitement démocratique le 25 janvier. Ça, c'est absolument pas le rapport de force pour eux, parce qu'ils sont au-delà de ça. La légitimité démocratique d'un gouvernement, ce n'est pas leur problème. Et quand je dis les créanciers, je ne parle pas d'abord de banquiers privés, je parle de la Banque Centrale Européenne, du Fonds Monétaire International et de la Commission Européenne. Donc le rapport de force, bien sûr, vis-à-vis de sa propre population, c'est acquérir une légitimité comme force de gauche ou comme les forces sociales qui l'appuient. Ça, c'est le point de départ. Mais créer le rapport de force par rapport aux créanciers, il faut aller au-delà. Et par rapport à des créanciers, il y a une chose qu'ils entendent, c'est quand vous ne les payez pas. C'est un adage très connu. Si vous avez une dette de 1000 €, on parlait de livres sterling, puisque cet adage est né au Royaume-Uni, et que vous ne savez pas les payer, si vous avez une dette de 1000 € à l'égard de votre banque, c'est vous qui avez un problème. Si vous avez une dette de 10 millions d'euros, de 100 millions d'euros ou d'1 milliard d'euros,
et que vous avez un problème pour le payer, c'est eux, les créanciers, qui commencent à avoir un problème. Et donc, le fait d'affirmer le 20 février, après 3 semaines de négociations, comme Varoufakis l'a fait avec le mandat que lui donnait Alexis Tsipras, qu'il allait, en tant que ministre des Finances, assurer tous les remboursements en respectant le calendrier et en payant exactement ce qui devait être payé à chaque créancier, a déforcé le gouvernement grec. C'est un mandat qui lui a été donné par Tsipras, et il était d'accord avec ce mandat, mais ça les a déforcés. La Grèce a payé maintenant, en février, et le moment où je parle, on doit être à 11 milliards de remboursements aux différents créanciers. La somme qui est avancée en termes de dépenses dans le cadre de cette très importante loi pour combattre la crise humanitaire représente sur l'année 2015 200 millions d'euros. 200 millions d'euros face à 11 milliards déboursés. C'est-à-dire, à partir du moment où vous restez dans une logique de paiement de la dette, c'est votre problème, le paiement de la dette, comme gouvernement. Vous devez chercher les sous pour pouvoir la rembourser. Et donc vous devez réunir, comme le gouvernement d'Alexis Tsipras a dû le faire, demander à toutes les entreprises publiques et à toutes les administrations de mettre leur liquidité à disposition de l'État afin d'obtenir les engagements par rapport aux créanciers. Et on a grosso modo atteint le fond de la caisse début janvier, début juin, et début juin, là, la Grèce a dit, écoutez, on va reporter nos remboursements à l'égard du FMI, en tout cas jusqu'à la fin du mois, et ça correspondait à la fin du programme antérieur de mémorandum prolongé de 4 mois par l'accord du 20 février dont je viens de parler. Pour moi, là, c'est une erreur fondamentale. Il aurait fallu, je pense, le 20 février, dire, et ce que je dis, ce n'est pas simplement pour la Grèce, je pense que ça vaut pour d'autres pays, dire, mais dans le cas de la Grèce, c'est important, dire, il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement 472, adopté le 21 mai 2013 par le Parlement européen et la Commission européenne. Et l'article 7, paragraphe 9 de ce règlement 472 dit la chose suivante. Un État sous ajustement structurel réalisera un audit complet de sa dette afin de comprendre pourquoi la dette a atteint un niveau insoutenable et afin de déceler des irrégularités éventuelles. Sur la base de cet article 7 du règlement 472, le gouvernement grec aurait pu dire « Je suspends le paiement de la dette, le temps de faire l'audit prescrit par le règlement, et je négocie avec vous, pour vous les créanciers, pour que nous trouvions un accord. » Donc la suspension de paiement pour changer le rapport de force par rapport aux créanciers. Évidemment, les créanciers ne seraient pas restés sans réaction. Pas en termes de non-déboursement. Pas en termes de non-déboursement, puisqu'ils n'ont rien déboursé. La Grèce a payé et les créanciers n'ont rien déboursé. Je vous rappelle que, par l'accord du 20 février, la Grèce attendait en échange de la négociation que les 7,2 milliards qui étaient toujours dans le cadre du mémorandum en cours prolongé de 4 mois, soient déboursés par les créanciers, ce qui aurait permis à la Grèce d'assurer ces 7 milliards de remboursements jusque fin juin, qui sont maintenant devenus 11 milliards, parce qu'il y a des remboursements à la Banque Centrale Européenne qui ont été effectués pour, quand je dis 11 milliards, on en est presque à 13 milliards maintenant, parce que c'était plus de 6 milliards à rembourser en juillet-août. Ok? Les créanciers n'acceptant pas de débourser les 7 milliards, se justifiait parfaitement la suspension. Ils n'ont pas fait ce déboursement. Donc, on ne peut pas me dire la menace était qu'ils ne déboursent pas. Ils n'ont pas déboursé. Parce que eux,
Il voulait d'abord avoir la capitulation de Tsipras et puis après trouver un arrangement, ce qui vient de se passer aujourd'hui. Mais bien sûr, il pouvait prendre d'autres mesures. C'est clair. Ça, la Banque Centrale Européenne, comme elle a exercé un chantage maximum sur les banques grecques, pouvait encore un peu plus resserrer plus rapidement les liquidités ou le niveau d'octroi de liquidités aux banques grecques. Mais pour ça, ça pose, pour moi, c'est une deuxième leçon qu'il faut tirer de cette affaire. Il faut prendre des mesures très fortes à l'égard des banques. Dans le cas de la Grèce, il faut que vous sachiez que l'État grec est l'actionnaire principal de chacune des 4 grandes banques et de 3 d'entre elles, l'actionnaire majoritaire. La 4e, l'actionnaire principal. Mais comme dans le cas de l'Espagne, les actions aux mains de l'État grec sont, comme les Espagnols le connaissent très bien, preferentes en espagnol, en français des actions préférentielles, qui ont, à la différence de ce que peut laisser entendre le mot préférentiel, le désavantage de ne pas donner de droit de vote. Il faut avoir une action ordinaire pour avoir un droit de vote. Si vous avez une action préférentielle, vous n'avez pas de droit de vote. Or, dans le cadre du sauvetage des banques grecques depuis 2010, l'État, par le fonds de recapitalisation des banques, où on a mis déjà plus de 45 milliards d'euros qui ont été injectés dans ce fonds, mais il y a eu d'autres aides aux banques grecques qui ont été octroyées. Ce fonds de recapitalisation donnait droit à l'État de devenir actionnaire ou de renforcer sa position d'actionnaire, mais en acceptant de n'avoir que des actions préférentielles, l'État, sous Papandréou et puis sous Samaras, s'est refusé à exercer réellement le pouvoir sur les banques. Que pouvait faire un gouvernement, selon moi, avec la légitimité du mandat de Tsipras, c'est de dire à la population grecque: nous devons par voie légale changer le statut de notre relation aux banques, dans votre intérêt, pour garantir vos dépôts et pour garantir que les banques puissent réellement fonctionner. Il fallait faire ça avec simultanément, pour moi, selon moi, une mise en faillite ordonnée de ces banques. Les banques grecques sont de véritables tonneaux d'Anaïde qui demandent constamment des capitaux qui repartent constamment, comme l'a montré Michel Husson dans une série d'articles, et comme nous le disons dans le rapport d'audit sur la dette grecque. Si on veut mettre fin à ça, il faut que l'État, et pour moi c'est vrai notamment en Espagne et au Portugal, il faut qu'une force sociale, qu'une force de gauche dise: nous voulons un programme de résolution du problème bancaire. Et un programme de résolution du système bancaire implique que l'État, que les pouvoirs publics prennent et exercent réellement leur responsabilité au profit de l'intérêt général. Dans le cadre grec, ça impliquait une socialisation du secteur bancaire grec. Et donc à partir du moment où vous mettez en faillite, vous entrez dans un processus de résolution, de liquidation d'une série de créances, et vous devez considérer que les dépôts des Grecs dans les banques grecques ou les dépôts des Espagnols dans les banques espagnoles, et ainsi de suite, font partie des créances prioritaires. On utilise les actifs valables de la banque pour rencontrer les obligations à l'égard des déposants. C'est extrêmement important parce que je vous signale que dans le cadre du 3e mémorandum, on vient de faire passer une loi à la demande des créanciers pour que les banques, dans tous les cas de faillite, deviennent créanciers privilégiés et plus, par exemple, dans le cas d'entreprises tombant en faillite, les travailleurs ou les retraités
ayant des intérêts via le fonds de retraite de l'entreprise. Ils étaient dans la loi grecque jusque maintenant créanciers prioritaires. Maintenant, ce sont les banques qui deviennent créancières prioritaires. Dans le cadre du troisième mémorandum, à entrer en application dans un délai Thanos doit le connaître mieux que moi parce qu'ils ont obtenu une période transitoire, mais c'est inscrit dans la loi maintenant. Bon, donc il fallait agir dans un autre sens, et donc effectivement, bon, tout ça, ça veut dire rentrer en conflit avec les créanciers, avec les institutions européennes, désobéir au FMI, désobéir aux institutions européennes. Et face à donc la raréfication prévisible des liquidités, cela demandait de mettre en place une monnaie complémentaire. Et donc j'ai développé ça, je n'ai pas le temps de le faire ici, dans des textes, dans une vidéo. On peut passer notamment, comme les Équatoriens le font maintenant depuis 2 ans, par une monnaie électronique via le téléphone portable. Ce qui permet de contourner les banques. C'est-à-dire on ne passe pas par un compte bancaire, on passe par une ligne de crédit octroyée par la Banque centrale du pays aux différents citoyens via leur téléphone portable. On peut aussi imaginer d'autres formes de monnaie complémentaires, et Thomas Coutreau, qui est ici en face de moi, a une série d'idées avec Bruno Terret. Ils ont écrit plusieurs choses à ce propos. Et justement, une des choses qui ont manqué cruellement avant la victoire du 25 janvier et après, c'est de réunir toute une série de compétences et de provoquer un débat public sur les alternatives. Un des énormes problèmes, je me réfère là à mon expérience, lorsque j'essayais j'avais des contacts directs avec Alexis Tsipras, j'avais des contacts directs avec des gens directement de son entourage. Mais lorsque j'essayais de savoir est-ce que le chargé principal du programme économique, à savoir Yanis Dragazakis, est en train réellement d'élaborer des choses, c'était, du côté de ce que j'entendais, silence radio. Une série d'amis grecs qui étaient des chercheurs et travaillaient notamment pour les institutions de formation syndicale sont allés travailler pour Dragazakis il y a 3 ans, et un grand ami à moi, depuis 40 ans, m'a dit « J'ai remis ma démission après 6 mois parce que je ne faisais rien. Parce que alors que j'étais prêt et j'étais censé travailler sur le dossier banque, on ne me faisait pas travailler sur le dossier banque. » Alors là, c'est une question à se poser. Pourquoi des éléments clés dans la direction de Syriza n'ont pas travaillé véritablement à une alternative, et notamment sur la question des banques? Personnellement, c'est une conclusion très grave que je tire, parce que je suis convaincu qu'ils ont dit aux banquiers qu'on n'y toucherait pas fondamentalement. Et donc l'idée du plan qui a été appliqué, c'était: nous allons négocier avec les créanciers européens, nous avons la légitimité populaire, nous continuons les paiements, nous ne toucherons pas aux banques, et dans le cadre des paiements que nous faisons, en contrepartie, nous aurons des nouveaux déboursements. Nous pourrons donc continuer à recapitaliser les banques avec leur statut actuel. Je pense que c'était ça, le programme appliqué en pratique par le gouvernement d'Alexis Tsipras, Dragazakis, vice-premier ministre, et Yanis Varoufakis et d'autres. Et donc il n'y avait pas de plan B caché. Il y avait un refus de plan B. Il n'y avait pas de plan A parce qu'il n'y avait qu'un plan. Et avec l'idée, avec un seul plan, on va convaincre, y compris les créanciers, qu'on n'a pas de plan B, qu'il n'y a pas la volonté de faire autre chose par ailleurs. Et donc, comment on va créer la confiance du côté des créanciers? Ça va marcher, parce que nous avons la légitimité. Mais non, ça n'a pas marché. Les créanciers n'entendent pas les choses comme ça. Et quand ils ont vu qu'effectivement, le gouvernement de Tsipras n'avait pas de plan B, n'avait pas pris des premières mesures fortes le 20 février, ok, ils ne les ont pas pris
C'était dommage, je dirais. Mais ils pouvaient les prendre dans les mois qui suivent. Ils pouvaient encore les prendre en juin. C'était encore possible. Ça devenait plus difficile, comme l'a dit Thanos, mais c'était possible. Dans les amis économistes, j'ai depuis des années James Galbraith, qui est un économiste américain, plutôt démocrate, néo-keynésien. On a des contacts très réguliers. Je l'ai rencontré fin mai. Il revenait d'une négociation avec Schäuble, non, d'un rendez-vous avec Schäuble. Et il me dit, Eric, je suis allé avec Yanis Varoufakis à Berlin. On a pris l'avion pour le voir et il nous a dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je n'ai rien à discuter avec vous, repartez. C'est ce que Galbraith m'a conté de son expérience. Et il m'a dit, effectivement, qu'il commençait à avoir des doutes sur le fait de ne pas avoir suspendu le paiement, mais il était pour l'orientation de ne pas suspendre le paiement, mais il commençait à se dire, on aurait dû peut-être prendre l'autre option, et ce dont il était convaincu, c'est qu'il fallait absolument lancer une monnaie complémentaire. Mais il me disait, je n'arrive pas à convaincre, ça ne passe pas. Donc il y avait un barrage, visiblement, je pense qu'il a fini par convaincre Yanis Varoufakis, et que Yanis Varoufakis, comme il l'a dit dans une fameuse conversation téléphonique du 16 juillet que tout le monde peut écouter, c'est en anglais, ça dure une demi-heure, ça aurait dû rester secret, mais tout le monde peut y avoir accès sur Internet et ça fait un scandale en grec. Effectivement, Yanis Varoufakis dit qu'il avait commencé à mettre en place la possibilité d'une monnaie parallèle. Mais à mon avis, il a attendu les tout derniers jours de juin. Et effectivement, comme l'a dit Thanos, Alexis Tsipras avec Dragazakis et Stasakis, un autre de l'équipe plutôt de la tendance, on va dire, très modérée de la direction du gouvernement, on dit à Varoufakis, y compris maintenant, pas question de passer à des éléments de plan B. Bon, donc, suspension de paiement, mise en faillite des banques, monnaie complémentaire. Donc, pour moi, il ne faut pas avoir peur de parler de la mise en faillite de banques qui sont insolvables. Ça se fait tout à fait normalement et on peut le faire de manière ordonnée. Et il y a différents gouvernements d'ailleurs, et on peut faire mieux qu'eux, ont pris des dispositions, y compris l'administration Obama, et oblige les différentes banques américaines à avoir elles-mêmes remettre à la Réserve fédérale un plan de mise en faillite ordonnée. Et ce plan, il est même accessible publiquement. C'est une disposition depuis 3 ans. Nous, on peut faire mieux que ça en demandant d'autres, certainement, aux banques de répondre à d'autres critères que ce que l'administration Obama fait. Mais c'est pour vous dire que ça existe, c'est parfaitement possible. Il y a bien sûr des mesures fiscales très fortes qu'il fallait prendre et ne pas abandonner ce qui était dans le programme de 2012, à savoir de toucher aux armateurs et de toucher à l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe a payé un impôt en 2014. Certains croient que l'Église orthodoxe ne paye pas d'impôt. C'est faux. L'Église orthodoxe paye des impôts. Et vous savez combien? 2,5 millions d'euros. L'impôt payé par l'Église orthodoxe au pouvoir public grec pour l'année 2014. Bon, je termine. Du côté du mouvement social, pour moi, une leçon, je vais encore dire 2 choses. Du côté du mouvement social et puis sur l'euro, mais ce sera très très bref, parce que la question m'est posée. Mais du côté du mouvement social, je pense qu'une faiblesse très importante du côté grec, ça a été du côté de l'audit citoyen. On a démarré très très bien en 2011, très très bien, avec une conférence internationale à Athènes avec 3000 personnes, avec un appel international signé très largement et par des personnalités grecques comme l'actuel ministre des Finances, Euclide Tsakalotos, qui l'avait signé. Mais aussi la Fazanis, Nadia Valavani, etc., ministres qui ont été démissionnés ou qui ont démissionné suite à l'accord funeste du 13 juillet. Ça avait très bien démarré.
Et lorsque le mouvement des indignés portugais et espagnols, en mai-juin, ont fait tache d'huile vers la Grèce, quand les places, pas simplement Syntagma, mais des milliers de places publiques ont été occupées en Grèce en juin-juillet 2011, l'audit citoyen avait le vent en poupe et rencontrait énormément d'échos. L'erreur, ça a été de ne pas consolider ça. Et donc le mouvement social n'a pas exercé la pression qu'il aurait fallu sur les partis, dont Syriza, qui se portaient candidats au pouvoir. Donc pour moi, une leçon extrêmement importante, c'est qu'à partir du mouvement social, à partir du mouvement citoyen, il faut réussir à maintenir une auto-activité pour obtenir des forces politiques dans nos différents pays, qu'elles s'engagent réellement sur la question de la dette et qu'il leur soit très difficile de tourner sur la question de la dette. Or, c'est un enjeu clé en Espagne. L'audit citoyen de la dette, la plateforme d'audit citoyen en Espagne a été très forte, ça baisse, et si la pression baisse sur Podemos, sur Izquierda Unida, le risque, c'est que c'est d'autres forces qui vont exercer des pressions. Pour le moment, vous allez le raconter, heureusement, les choses ne sont pas jouées dans un sens négatif, et sur le Grand Madrid, et à Barcelone, et dans différentes municipalités, il y a des initiatives d'audit tout à fait intéressantes qu'il faut soutenir à fond. Et donc, effectivement, comme Thanos l'invité et les autres vont certainement le faire, il faut réussir la mobilisation des 16-17 octobre, la marche européenne, faire des bilans adéquats, tirer les conclusions qui s'imposent sur ces stratégies. Et enfin, mais ce sera pour la discussion, sur l'euro, je pense que c'était un faux débat pendant 4 à 5 mois de dire soit on est dans la négociation, comme on le fait, soit on sort de l'euro. Je pense qu'il était possible de prendre les mesures que j'ai dites sans sortir de l'euro et d'entrer dans une dynamique d'accumulation de force par rapport aux créanciers qui pouvait finalement, avec la compréhension et le soutien de la population grecque, amener à une sortie de l'euro. Mais le débat n'était pas pour moi. À tort, il était présenté justement comme si on ne négocie pas comme on le fait, on est foutu dehors de la zone euro et ça va être la catastrophe. Je pense qu'on aurait dû sortir de ce débat-là en Grèce et avoir un débat sur ces mesures complémentaires et commencer à les mettre en pratique. Et voir que la population grecque allait comprendre au cours de l'expérience que l'euro était effectivement une camisole de force dont il fallait peut-être ou sûrement sortir. Maintenant, au moment où je parle, il est clair que pour une partie plus importante de la population grecque, la sortie de la zone euro devient une option tout à fait nécessaire. Et donc, on va avoir la discussion là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. Une question tout à fait raisonnable sur que devrait faire la Banque Centrale Européenne. Comment mettre en place un mécanisme de restructuration des dettes sur le plan international. Tout ça, il y a toute une série de propositions parfaitement raisonnables, cohérentes, qui pourraient servir l'intérêt général. Mais le problème, c'est que les dirigeants de la Banque Centrale Européenne, les dirigeants de la Commission européenne, les gouvernements qui dominent les principales puissances de l'Union européenne, et presque tous les gouvernements au sein de l'Union européenne, n'en veulent absolument pas. Yanis Varoufakis proposait quelque chose de tout à fait raisonnable à la Banque Centrale Européenne en matière de dette grecque. Mais c'était absolument hors de propos pour la Banque Centrale Européenne, qui a tout fait, comme l'a dénoncé Attac, comme l'a dénoncé le CRDTM, pour asphyxier la Grèce, et il y est parvenu. Donc, pour moi, on peut faire des tas de propositions. La Banque Centrale Européenne doit prêter directement aux États et ne pas prêter aux banques à du 0,05%. Mais ça, nous sommes absolument incapables d'aller au-delà
de ces propositions raisonnables pour les faire appliquer. Ce qui est applicable, c'est quand une force politique accédant à un gouvernement et s'étant engagée préalablement sur un programme précis, commence à l'appliquer. Et là, il s'agit de poser des actes unilatéraux, des actes souverains, basés sur des arguments du droit international et du droit interne. Mais qu'on m'entende bien quand je dis ça, une série de gens ont tendance à comprendre que, donc, je pense qu'il faut aller porter devant des instances juridiques internationales la demande légitime d'un État pour que cette instance internationale donne raison à cet État. Non, il n'y a pas ces instances. Il n'y a pas ces instances. Il n'y a pas de tribunal international de dette. Il y a l'Assemblée générale des Nations Unies. Allez devant elle. Vous pourriez même avoir une majorité de 120, 130 ou 140 États vous donnant raison, comme les Palestiniens ont obtenu raison devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Rien ne change s'il n'y a pas d'acte souverain posé par un pouvoir légitime qui, se basant sur la charte de l'ONU, se basant sur le droit international, se basant sur son droit interne, dit « je désobéis » parce que j'ai l'obligation de désobéir pour respecter une série de critères humains fondamentaux. C'est ça une réponse précise. Mon inquiétude, je le dis franchement, c'est avec Podemos maintenant qui a la chance, la possibilité d'accéder à des positions de pouvoir. Il faut réussir et débattre avec Podemos pour que Podemos ne se limite pas à faire une série de propositions raisonnables, mais pose des actes là aux endroits du pouvoir de repasser à une situation de frustration, de défaite, etc. Et donc pour moi, je disais c'était ça la réflexion, et pour arriver à ce que des gouvernements ou des autorités posent des actes unilatéraux fondés en droit, il faut qu'il y ait une pression citoyenne. Et ça, c'est le rôle qui nous revient à nous. Mais donc il faut non seulement avancer des idées générales tout à fait légitimes et intéressantes, il faut poser des exigences à des forces politiques, passer des contrats avec elles, où elles doivent respecter leur engagement. Et donc avoir une vue claire sur ce qui est possible dans le cadre de cette Union européenne et de cette zone euro qui est devenue très clairement aux yeux de beaucoup de citoyens maintenant une véritable prison des peuples. Dans une prison des peuples, est-ce que des peuples appuyant un gouvernement, notamment, est-ce que ça peut générer un acte unilatéral et une indiscipline qui aboutit à un succès? Je pense que oui, je pense que c'est possible, qu'on l'a raté en Grèce, et j'espère qu'on ne va pas se limiter à cet échec, et qu'effectivement on va accoucher dans la douleur de forces sociales et politiques qui vont tenir leurs engagements, et nous avec des conclusions claires de ce qu'il ne faut pas répéter, pas donner des chèques en blanc, être mobilisé, être organisé, avancer une stratégie claire, être prête à la discuter avec des forces politiques. Je me réjouis que Podemos soit là et qu'on puisse le dire à des camarades de Podemos ici, dans cette salle. Et évidemment, ce débat doit avoir lieu à différents endroits. Et effectivement, à l'occasion des marches européennes qui doivent mener au 16-17 octobre, il faudrait pouvoir générer une dynamique d'élaboration des cahiers de doléances à avancer aux autorités publiques. C'est fondamental.